Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 22 janvier 2023. Cette semaine avait lieu dans la région les conseils municipaux de Berthierville, de Lanoraie ainsi que le conseil de la MRC Dautré. Ces trois conseils ont donné lieu à des extraits que nous vous présentons aujourd'hui en résumé. Tant au niveau de Berthier et de Lanoraie, vous avez différentes résolutions qui ont été prises dans différents dossiers concernant ces deux municipalités. Et au niveau de la MRC, durant la période des questions, un dossier qui a vraiment encore retenu l'attention et qui est vraiment, on pourrait dire, au goût du jour, c'est les fameuses zones inondables et les permissions donc, qui en découlent, donc l'impossibilité d'acheter, l'impossibilité de rénover des bâtiments avec les clauses, avec les moratoires qui ont été émis par le gouvernement du Québec et les demandes des municipalités par rapport à ces fameuses zones inondables. Donc, c'est un dossier qui sera encore à suivre en 2023 et qui aura sûrement des répercussions dans toute la région. En terminant, il y a un dernier dossier qu'on vous présente. Le Musée d'art de Joliette présente des camps de jour qui auront lieu à la période du mois de mars, la période de relâche ici de la commission scolaire des Samars. Donc, c'est une invitation à tous les parents de la région à faire participer ses enfants durant un camp de jour. On parle d'une journée ou d'une semaine au complet. Nous avions eu la chance de rencontrer Ariane Cardinal, qui est responsable justement de la programmation au niveau du Musée d'art de Joliette, surtout au niveau des enfants et de la programmation jeunesse, qui est venu nous parler de ce fameux camp de jour. Sur ce, bonne écoute, profitez de cette émission et on vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre à tous les jours à compter de 18 h pour un bulletin de nouvelles quotidien. D'ici là, bonne semaine! 5.6. Avis de motion, dépôt du projet de règlement 124-2023 décrétant un emprunt de 2 558 000 pour les travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts sur la rue Rondeau. Le conseiller ou la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement décrétant un emprunt de 2 558 000 pour les travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts sur la rue José et dépose le projet de règlement 124-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Avant de demander s'il y a une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion, juste vous dire que le tout, c'est on l'a bien dit, la rue Rondeau. Et là, je veux juste m'assurer que il y a eu, la municipalité a invité les gens de la rue Rondeau au mois de novembre, je pense, à appeler à la municipalité, même à s'y rendre directement à la municipalité. On avait sur place les plans et on avait les gens pour répondre aux questions. Il n'y a pas eu beaucoup de gens. Je pense qu'il y a eu une personne qui s'est déplacée pour venir voir les plans puis poser des questions. Juste vous dire que c'est des travaux majeurs qui vont se faire sur la rue Rondeau en 2023. Des travaux majeurs. Alors, je veux que les gens soient... ça ne sera pas, comme on dit, ça ne sera pas jojo, là. Je pense qu'on va ouvrir la rue. Donc, on refait les égouts. On en profite pour regarder l'aqueduc. Aqueduc, égout pluvial. Égout pluvial. Donc, les trois en même temps, fait que la rue va être éventrée, là. Et il y a un arpenteur qui est passé pour déterminer les droits de propriété des uns et des autres par rapport à la municipalité. Alors, les gens qui nous écoutent, si je vous ai fait un petit peu peur, là, je vous invite à appeler la municipalité, puis vraiment à poser des questions par rapport à votre propriété, par rapport à la situation qui va se dérouler. On pense que ça va se dérouler, donc ça va se dérouler en 2023. Quand? On verra selon les soumissions, on verra comment va avancer le projet. Mais c'est un projet qui, ce passage obligé, on n'a pas le choix de procéder de cette façon-là. Mais bon, ça va être, comme on dit, un mauvais moment passé, mais en 2024, on n'en parlera plus. Vous allez avoir une rue, des égouts, aqueduc, tout va être fait à neuf. Voilà. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, Mme Lynne Clermont donne avis de motion. 10.4, demande la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles, lot 4 164 278, rang Saint-Jean-Baptiste. Considérant la demande de M. Éric Ottot à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à acquérir le lot 4 164 278 afin d'entailler les érables et d'avoir un accès plus facile à la cabane à sucre, considérant l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la requête de M. Éric Ottot
ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. Donc, on avait simplement la commission que sa demande, ce monsieur-là, ne va en aucune façon à l'encontre de nos règlements. Donc, s'il veut acquérir une partie d'une terre, ce sera à la commission de statuer s'il peut ou non le faire. À voir. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 10.5, demande de dérogation mineure, 59 rue du Parc industriel. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 59 rue du Parc industriel, considérant que la demande vise à permettre l'installation de 3 portes de garage, soit 2 de 2,5 mètres de largeur et une de 6 mètres de largeur sur la façade avant de l'agrandissement, alors que l'article 10.2.2.3 du règlement du zonage 105-92 ne permet pas d'ouverture de plus de 2 mètres de largeur, considérant que le projet est assujetti au règlement 1004-2001, dérogation mineure au règlement d'urbanisme, et les modifications apportées à l'article 145 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le projet respecte l'ensemble des critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 14 décembre 2022, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le 59 rue du Parc industriel, soit permettre l'ouverture de 3 portes de garage, telles que mentionnées au préambule. Je sais qu'on a parlé lors de réunions auparavant du resserrement des règles par rapport à l'octroi par les municipalités de dérogation mineure, à ceux qui en font la demande. Et là, vous voyez, on en accorde une ce soir. Sachez que cette demande répond entièrement et complètement aux critères qui nous sont prescrits par la loi. Donc, je tiens à le dire parce que il n'y a pas longtemps, je disais, bien là, les critères sont resserrés, c'est plus difficile d'avoir des dérogations mineures. Le gouvernement a resserré beaucoup la loi par rapport à ça. Et dans ce cas-ci, ça répond parfaitement à tous les critères. Et c'est pourquoi le Conseil va de l'avant dans l'autorisation de la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. Le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 7.3, permission de voirie et entente d'entretien. Considérant que la municipalité de Lanoraie doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, si après nommé ministère, considérant que la municipalité de Lanoraie doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère, considérant que la municipalité de Lanoraie est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la municipalité de Lanoraie s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère, considérant que la municipalité de Lanoraie s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que la municipalité de Lanoraie demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année et qu'elle autorise le directeur général et greffier trésorier à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excède pas 10 000 $, puisque la municipalité de Lanoraie s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité de Lanoraie s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. C'est une entente, renouvellement d'entente avec le ministère des Transports du Québec pour justement effectuer des travaux à l'occasion sur le réseau. Et il y aura, parce qu'on ose espérer, on travaille avec le ministère présentement pour avoir d'autres ententes où la municipalité pourrait intervenir, étant donné qu'on est plus près de ce genre de travail-là que le MTQ, des fois, qui est très loin, puis ils ont un territoire immense à couvrir. Alors, il y a possiblement d'autres éléments qu'on pourra ajouter à des ententes avec le MTQ pour pouvoir faire des travaux, des fois, qui semblent anodins pour le ministère, mais qui, pour les citoyens, sont des travaux qui doivent, je pense à des lampadaires, changer des lumières. La municipalité peut faire ça. Donc, on regarde présentement pour avoir des ententes avec le ministère pour pouvoir procéder de façon plus rapide lorsque ce genre de travaux-là sont nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. D'accord. C'est unanime.
10.1, adoption du projet de règlement 1071-79-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, dispositions concernant la sécurité des piscines. Alors, proposé, appuyé, résolu. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 1071-79-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, dispositions concernant la sécurité des piscines telles que déposées. Donc, c'est le dernier élément de la pièce de puzzle. On a eu un projet de règlement, un premier projet de règlement, un deuxième projet de règlement, et là, on arrive à la fin du processus. Et je l'ai déjà dit, je le redis aux gens, vous avez une piscine creusée, hors terre, peu importe. Appelez la municipalité si vous pensez qu'elle n'est pas conforme au règlement. C'est le gouverneur du Québec qui a adopté donc un règlement sur les piscines et les municipalités se doivent de faire une réplique, si on veut, de ce règlement-là du gouvernement du Québec et s'assurer qu'il est appliqué dans les municipalités et ça, c'est à travers tout le Québec. Alors, vous avez de mémoire jusqu'en 2025 pour vous conformer. Attendez pas jusqu'en 2025 parce que des fois, c'est des travaux mineurs, d'autres fois, c'est des travaux qui peuvent être plus importants. Donc, n'hésitez pas, appelez la municipalité. Ils vont pouvoir vous dire si votre piscine respecte le règlement, en tout cas si la protection autour de votre piscine respecte le règlement. Et si ce n'est pas le cas, bien, vous allez savoir à quoi vous en tenir pour procéder le plus rapidement possible à la sécurisation de ce plan d'eau que sont les piscines. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. Ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 5.1, adoption du projet de règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2021 relatif au fonds de roulement. Proposé, appuyé et résolu. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2021 relatif au fonds de roulement tel que déposé. Projet de règlement, je vais quand même le lire, il n'est pas très long. Donc, projet de règlement, attendu qu'en vertu du règlement 19-3-2021, le fonds de roulement a été porté à 900 000 $, attendu qu'en vertu de l'article 1094 du Code municipal, le conseil municipal peut augmenter le fonds de roulement jusqu'à 20 % des crédits prévus au budget de l'année courante, attendu qu'il est à propos que le capital de ce fonds de roulement soit porté à 1 500 000 $, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours de la séance tenue le 6 décembre 2022 et qu'un projet du présent règlement a également été déposé et présenté lors de cette même séance. En conséquence, de par le règlement numéro 19-4-2023 ayant pour titre règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2001 relatif au fonds de roulement, le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, l'augmentation du fonds de roulement est constituée par l'affectation à cette fin d'une somme de 600 000 $ provenant du surplus accumulé du fonds général. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, en fait, je pense que le texte le dit bien. Les municipalités peuvent créer un fonds de roulement. Ils peuvent y déposer des sommes allant jusqu'à 20 % de leur budget. Et c'est ce qu'on a fait cette année. On était à 900 000, on ajoute 600 000 pour le monter à 1,5 million. Fonds de roulement, évidemment, c'est lorsque les taux d'intérêt sont très bas, c'est peut-être moins évident, mais quand les taux d'intérêt sont rendus à du 6, 7, 8 % lorsqu'on va acheter de la machinerie ou des outils, bien, d'avoir un fonds de roulement, la municipalité se prête de l'argent. Et elle se rembourse sur un horizon de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout dépendamment du montant qu'elle doit débourser pour l'achat d'un équipement. Et ce, à des taux d'intérêt de 0 %, bien entendu. Alors, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de fonds-là en réserve. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 5.2. Adoption du projet de règlement 123-2023 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre Règlement 123-2023 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023 tel que déposé. Alors, je ne vous le lirai pas
Mais tout simplement, au moins vous donner les grandes lignes. On parle ici, entre autres, là, de services d'enlèvement des matières résiduelles, donc ce qu'on appelle les déchets ultimes ou les déchets domestiques, matières recyclables et organiques, donc les trois collectes. On parle aussi services d'entretien, assainissement et réseau d'égouts, services de vidange de fosses septiques, et donc, évidemment, l'article 5, c'est l'entrée en vigueur. Juste peut-être, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours intéressant de le savoir, les matières résiduelles, il n'y a pas de changement au niveau des coûts, donc par maison. Les coûts entretien et assainissement, on était à 162 en 2022, on monte à 176, donc une variation de 14 $ de plus pour l'année 2023. Quand on parle du vidange d'une installation septique, on passe en 2022 de 70 à 78 en 2023, une augmentation de 8 $. Pour l'eau potable, ça reste la même chose. Ça va? Si y a des questions dans la salle, arrêtez-moi, puis ça me fait plaisir d'y répondre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-France Mondor. Marie-Ève Mondor. Je vous débaptise régulièrement. Marie-Ève. À ma gauche, c'est son en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1084-2023 régissant la démolition de bâtiments et abrogeant le règlement 1074-2009. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement régissant la démolition de bâtiments et abrogeant le règlement 1074-2009 et dépose le projet de règlement numéro 1084-2023, lequel sera adopté à une séquence subséquente. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Donc, M. Martin Lavallée donne avis de motion. Comme dit précédemment, avant l'adoption de l'ordre du jour, on reporte le point 10.3.1, le point 10.3.2, et on passe au point 10.3.3, demande de certificat d'autorisation de démolition 581 Grande-Côte-Est. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal au 581 Grande-Côte-Est, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, considérant que le Conseil local du patrimoine a pris connaissance de la présente demande de démolition, considérant les recommandations du Conseil local du patrimoine, réunion tenue le 14 décembre 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu. Et là, je sais que tantôt, il y a eu une rencontre, et c'était, le comité disait donc? D'autoriser. Donc, que le Conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition d'autoriser la demande de démolition du bâtiment situé au 581 Grande-Côte-Est et informe à l'effet que toute personne intéressée peut porter cette décision en appel dans les 30, pardon, dans les 30 prochains jours, et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments. Je le répète pour les gens qui nous écoutent, quand arrive des situations comme ça, vous pouvez faire appel à la décision. Vous appelez à la municipalité, parlez au directeur général ou au directeur général, et il pourra vous guider dans la façon de fonctionner si jamais vous voulez faire appel de... Je ne parle pas nécessairement de la démolition qu'on vient d'autoriser ici, là, dont le conseil a pris acte, mais si jamais ça sera produit, où il y a des recours, les gens peuvent quand même décider de porter un appel, et le tout sera traité par le comité de démolition. Est-ce que vous permettez que je prenne la parole, M. le maire? Bien sûr. On peut le voter avant, oui, bien sûr. Bon, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Après ça, j'aimerais ça apporter un commentaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolly. À ma gauche, c'est son en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Alors, M. Lavallée, on vous cède la parole. Merci. Moi, j'aimerais, dans le fond, interpeller mes collègues en tant que responsable du dossier du patrimoine à la municipalité. J'aimerais interpeller mes collègues du comité de démolition et du conseil aussi, ce faisant, sur le fait que, là, ça fait 2 maisons patrimoniales qui sont démolies en dedans de quelques mois, qui ont été autorisées par le comité de démolition. Deux maisons qui étaient dans l'inventaire du patrimoine de la MRC. Et puis, là, dans ce cas-là, ici, le cas qui nous intéresse ce soir, c'est une maison que ça fait 12 ans qu'elle n'est pas habitée, qu'il n'y a personne qui habite là, sans que rien se produise. Et puis, c'est une maison qui date du 19e siècle.
On a aussi de plus en plus de pression qui s'en viennent, là, de promoteurs, des fois de spéculateurs qui achètent des maisons, non pas nécessairement pour y habiter, mais pour les démolir puis essayer de reconstruire d'autres choses après. Fait que j'aimerais, à chaque fois qu'on démolit une maison à Lanoraie, que ce soit une maison patrimoniale ou pas, c'est une partie de notre histoire qui passe. C'est aussi notre milieu de vie qui se transforme. Et donc, là, il y a un nouveau projet de règlement de démolition qui s'en vient. Il y a celui qu'on vient juste de voter il y a quelques secondes. J'aimerais essayer de voir, en tant qu'élu, on a un rôle à jouer là-dedans, sur ces maisons-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut apporter de mieux pour protéger notre patrimoine, protéger notre milieu bâti à Lanoraie, en plus du projet de démolition, du règlement de démolition qu'on s'apprête à mettre en place dans la municipalité. Fait que j'aimerais vous interpeller là-dessus pour qu'on puisse en discuter éventuellement, et puis que, dans le fond aussi, de conscientiser sur le fait qu'en tant qu'élu, on est un peu les dépositaires de ce patrimoine-là bâti à Lanoraie, et donc on doit peut-être faire preuve de plus de rigueur à cet égard-là, des fois sur des maisons qui ont un passé. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire, autrement dit. Fait que c'est juste une interpellation que je voulais faire avant le vote. Merci. En fait, est-ce qu'on peut anticiper? Exact. Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder aussi ce qui se fait ailleurs en termes de laisser aller. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui existent déjà qui permettent justement à une municipalité de pouvoir intervenir? Et puis, ça appartient à tout le monde, dans le fond. Hein. Vous savez, Lanoraie, on a un beau vieux... Je vois un monsieur ici dans la salle, je ne le nommerai pas, là, mais qui habite le cœur du village, le vieux Lanoraie, et c'est une signature. Il y a des gens qui viennent de partout à travers le Québec, puis ils viennent marcher dans le vieux Lanoraie. La rue Sainte-Marie est un exemple extraordinaire en termes de beauté architecturale. Donc, on a le choix, ou bien... Ces maisons-là, en fait, c'est le canari dans la mine. Hein? C'est un peu ça, c'est le signal. Ils nous disent, regardez, là, ils partent une après l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se donner des outils pour pouvoir soutenir, aider les gens? En tout cas, bref, être un peu plus alerte par rapport à cela. Et comme M. Lavallée l'a dit tantôt, depuis quelques mois, ça fait plusieurs, effectivement, maisons. Puis les membres du comité qui sont ici, eux, travaillent avec des critères déjà établis. C'est pas eux qui ont inventé ces critères-là. Alors, ils doivent travailler avec une grille qui est déjà construite. Bien, ils ne peuvent pas faire au-delà. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont comme outil de travail. Alors, ils prennent une décision qui est basée finalement sur une grille d'analyse de laquelle ils ne peuvent pas déroger par amour pour le patrimoine. Ils ne peuvent pas faire ça, donc ils sont obligés de travailler avec ça. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Probablement que oui. Alors, on va se pencher là-dessus. On verra ce que ça va donner. Puis j'interpelle les gens, ceux qui sont intéressés, n'ayez pas peur de vous manifester. Le patrimoine bâti, je pense que ça revient à la collectivité. Et c'est pas des individus seuls qui vont arriver à faire bouger des choses, mais c'est vraiment avec l'apport et la participation de tous. Alors voilà. On avait voté là-dessus. Ça nous amène au 10.3.4, Grande-Côte-Est, appel de la décision. Ça, c'est une décision qui a été rendue concernant le 147 Grande-Côte-Est, qui a été rendue le mois passé, si je ne me trompe pas, ou ça fait 2 mois. C'est le mois passé ou 2 mois? Enfin, bref, peu importe, avant Noël. Et donc, voilà, considérant la demande d'appel de la décision rendue par le comité de démolition, considérant qu'aucun nouveau fait n'a été soumis afin d'apprécier la demande différemment. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, de demander au requérant de déposer de nouvelles informations aux pièces justificatives afin que la demande puisse être réétudiée et qu'à défaut, la décision soit maintenue. Donc, le requérant étant la personne qui a fait la demande de démolition, on lui dit, écoutez, il faut nous amener des faits nouveaux. Il faut amener des faits nouveaux aux membres du comité de démolition s'ils veulent être capables de revoir la décision qu'ils ont déjà prise. S'il n'y a pas de nouveaux faits, il n'y a pas de nouveaux éléments, je pense que la décision va ressembler pas mal à la première. Alors voilà, l'appel, comme on dit, est lancé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. H1. J'en parlais tantôt, brique d'aqueduc du 25 décembre 2022, dépôt du rapport du maire. Je demande à Mme Lebrun de faire la lecture. Considérant le bris d'aqueduc survenu le 25 décembre 2022 sur la conduite maîtresse de 16 pouces sous la rivière Chaloup,
Considérant que des contrats ont dû être octroyés en urgence à des firmes spécialisées pour assurer la distribution d'eau potable au territoire desservi par le réseau d'aqueducs de Berthierville, considérant que l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes stipule ce qui suit, malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Considérant qu'en vertu de l'article 573.2, le maire doit faire un rapport motivé au Conseil dès la première assemblée qui suit. En conséquence, je propose d'attester du dépôt du rapport du maire faisant état de deux contrats octroyés dans le cadre du bris de réseau de distribution d'eau potable survenu le 25 décembre 2022, à savoir Houle H2O Division de Transelect Commande Incorporée au montant de 62 260 $ plus les taxes applicables pour l'insertion d'une vanne sous pression de 16 pouces près du pont de la rivière Chaloupe, et à Divex Marine au montant de 19 717 et 22 sous plus les taxes applicables pour les services d'une équipe de plongeurs pour l'inspection et la réparation temporaire de la conduite d'eau potable en fonte ductile de 16 pouces sous la rivière Chaloupe. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. J'aimerais quand même prendre faire un petit commentaire là-dessus. On parle du maire qui peut utiliser, disons, la situation pour octroyer rapidement des contrats. On parle de qualité de l'eau, on parle de sécurité, dans le fond, au niveau de l'eau potable. Je tiens à souligner l'expérience et le professionnalisme de Mme Dubois là-dedans, parce que c'est le 25 décembre, on a travaillé là-dessus. Je parlais des travaux publics tantôt, on parle des firmes qui ont fait. C'était impressionnant de voir les plongeurs travailler là-dessus, aller réparer ça en dessous du lit de la rivière. C'est impressionnant. Mais moi, j'ai été super bien guidé par Mme Dubois. Donc, je tiens à souligner ça. Autre chose par rapport à ce bris d'aqueduc-là, j'aimerais préciser que ça nous fait réaliser à quel point, des fois, on ouvre le robinet, puis on s'aperçoit que, bon, ça coule, tout est facile, la pression baisse un peu, on est inquiet, on trouve que la douche ne coule pas assez fort, mais ça fait réaliser à quel point notre usine de filtration, notre système est efficace, mais que ça peut être fragile aussi. Et ça me fait réfléchir aux prochaines rencontres avec les municipalités alentours. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience de l'importance de notre usine de filtration. Et je veux profiter de l'occasion pour inviter mes collègues des municipalités voisines à se rasseoir alentour de la table pour négocier l'entente sur l'aqueduc. H3, recouvrement de taxes foncières, le dossier 22CV050003. Je demande à Mme Fontaine d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Considérant que dans le but d'éviter la prescription de la perception de taxes foncières, la Ville de Berthierville a donné un mandat d'intenter devant la Cour municipale la demande en recouvrement faisant l'objet du dossier portant le numéro 22CV050003. Considérant que le propriétaire des immeubles concernés a intenté une demande au greffe de la Cour supérieure du district de Joliette à l'effet qu'il soit ordonné à la ministre de la Culture et des Communications d'acquérir les biens immobiliers et terrains visés par un avis de classement d'un bien patrimonial ou d'annuler le dit avis. Considérant que les biens immobiliers visés par le recours subventionné sont les mêmes que ceux faisant l'objet des recours en recouvrement intentés par la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis pour effectuer les représentations requises devant la Cour municipale afin que le dossier de perception des taxes foncières portant le numéro 22CV050003 soit suspendu jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé dans le dossier présenté à la Cour supérieure ou qu'un règlement intervienne au même effet.
Merci, c'est appuyé par Sylvain Destraume. M. Destraume, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais il s'agit des moniales, dans le fond. Puis c'est un recouvrement pour les taxes, mais on suspend parce que là, présentement, on attend le jugement pour voir ce qui va arriver. H7, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement de la salle, conférence et de bureau, octroi de contrat. Bien, observez bien la salle demain matin. Demain, vous risquez de vous ennuyer des couleurs, peut-être. Il va y avoir un réaménagement. Donc, on modernise, on donne un petit coup d'amélioration, de beauté à notre salle de conseil, qui est une salle en passant qui peut être réservée, louée par les résidents. Donc, je pense que ça va faire du bien. Alors, on a eu une subvention. Donc, on en profite. Alors, je demande à M. Darvaux. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence et la salle du conseil, ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel. Considérant que la Ville de Berthierville bénéficie du montant de 167 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, considérant les plans réalisés par la firme Chrysalide Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de 2 nouveaux bureaux. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Picbois Design le contrat de menuiserie et de conception de mobilier au coût de 48 555 $, plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à leur offre de service numéro 5277, daté du 15 décembre 2022 et conformément au plan réalisé par la firme Chrysalide Design. Merci. J'en appelle au... excusez, c'est appuyé par... J'appuie. M. Franière, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Alors, Chrysalide et Picbois, qui sont 2 entreprises de Berthier. Événement Fête des Neiges, j'en ai parlé tantôt. Donc, super bel événement. Je pense qu'on va être surpris, vous allez être surpris du week-end. Et on va se croiser les doigts pour que la température soit vraiment adéquate. Alors, événement Fête des Neiges, je demande à M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des événements organisés par la Ville de Berthierville pour l'année 2023, considérant que la proposition d'une fête des neiges a été retenue dans le cadre de la programmation 2023, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation de la fête des neiges 2023, qui se tiendra les 11 et 12 février prochains au Parc Sainte-Geneviève. D'accepter la proposition du déroulement de l'événement présenté le 11 janvier 2023, incluant entre autres l'animation avec méga parcours et jeux sportifs, des promenades en calèche d'hiver, l'accès à une fermette, et ce, tout en profitant du sentier glacé aménagé au Parc Sainte-Geneviève. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les ententes à conclure avec les divers intervenants. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Nos travaux publics, bien, ils ont travaillé très très fort aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2 bris d'aqueduc. Un premier, je pense le 24, Mme Dubois. Le 24 au coin Vaudreuil et Place du Marché. Puis, comme si c'était pas assez, bien, on a eu une conduite majeure qui a brisé le 25 sous la rivière Chaloupe. Donc, un tuyau de 16 pouces. Donc, les gars ont fait vraiment du temps supplémentaire, ont travaillé fort, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes non plus. Donc, tout est rentré dans l'ordre. On aurait peut-être un petit peu de détails tantôt. Ça a occasionné des coûts quand même importants pour la rivière Chaloupe. Moi, je suis André Nadeau, je suis un résident de la station de l'île du Port. Récemment, la RMRC d'Autrey m'a refusé une demande de permis pour l'agrandissement de ma maison, parce que ma propriété est dans une zone inondable maintenant, dans une zone de 20 à 100 ans. Et puis, cette zone-là est appelée maintenant à faible courant. Puis j'ai fouillé un petit peu plus, puis j'ai été surpris parce que quand j'ai acheté ma maison, il y a quelques années, il y a 1 an en fait, la banque m'a demandé une preuve que ma maison n'était pas dans une zone inondable, puis je l'ai fourni. Mais quelques mois plus tard, je suis maintenant dans une zone inondable. J'ai fouillé un petit peu plus, puis je me suis aperçu que le gouvernement du Québec, un peu en catimini,
a décrété le régime transitoire de la gestion des zones inondables. Il est entré en vigueur le 1er mars 2022, sans le dire à personne. Le régime il a fait l'objet d'une discussion à l'interne du ministère de l'Environnement puis peut-être d'autres ministères. Une consultation publique du 23 juin au 7 août 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez, vous, en 2021, en juillet 2021, vous étiez sûrement en vacances. Ben, moi aussi, puis personne ne s'en est aperçu, puis curieusement, il y avait une pandémie aussi. Les zones de faible courant, maintenant, le régime interdit toute nouvelle résidence en zone rurale. Puis il y a un agrandissement avec empiètement, puis les résidences existantes, ça ne se peut plus. Ça ne peut pas se faire. Même si je vais bâtir mon agrandissement sans augmenter les dommages causés par une inondation éventuelle. Alors, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Là, en lisant vos comptes rendus, parce que je me suis informé un peu plus, pour savoir comment ça se fait ça, que au courant de ça, personne n'est au courant. J'ai des voisins qui ont acheté des terrains, qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus les vendre parce que ça ne se construit plus. Bien, j'ai appris que vous avez commandé une étude hydrologique en 2017 par M. Pierre Dupuis. Oui. M. Pierre Dupuis, il en a fait d'autres études d'ailleurs. Oui. À Sainte-Anne-de-Sorel, en face, plus en face de chez nous. Apparemment, d'après les journaux que j'ai vus, je n'ai pas vu l'étude, mais d'après les journaux, on dit que les côtes de crue sont de 50 cm trop hautes à Sainte-Anne-de-Sorel. Si c'est à Sainte-Anne-de-Sorel, c'est 50 cm trop haut, chez nous, ça va être probablement la même chose. Alors, mes questions aux gens de la MRC, c'est quoi votre plan de communication auprès des citoyens pour informer les gens de vos municipalités de ce nouveau régime-là? Parce que moi, j'en vois pas de communication que vous avez eue avec eux autres. Alors, c'est quoi, à partir de maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour communiquer avec ces gens-là? Parce que ces gens-là sont sous l'impression, moi aussi, que quand les gens de la MRC se sont battus en 2019 pour retirer des IS, des plans de territoire, etc., on a retiré ça des IS, tout le monde était content, on n'est plus dans la zone inondable. Le gouvernement en arrière a tout remis ça dans le moratoire. Le moratoire, en fond, ils font. Alors, deuxième question, c'est quoi votre plan d'intervention? Parce que, politiquement, il faut que vous soyez capable d'essayer de nous représenter pour s'opposer ou modifier. Là, je ne parle pas de juste un mot par-ci par-là, puis un petit paragraphe. Il faut un peu s'opposer parce que ça a des effets énormes sur les citoyens, sur vos citoyens. Puis je ne parle pas de vos municipalités aussi. Comment de terrain vont perdre de la valeur, comment de valeur foncière vous allez perdre dans chacune de vos municipalités. Puis la MRC va aussi perdre de la valeur foncière. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi l'étude hydrologique de 2017. Est-ce qu'on peut l'avoir, cette étude-là? Est-ce qu'on peut la rendre publique? Est-ce qu'elle est disponible? Puis c'est quoi la grande conclusion? Est-ce que c'était vraiment 50 cm? C'est-tu 35? C'est-tu 40? Si c'est 50, je suis bien content. Je suis bien content. Mon terrain est correct maintenant. Il n'est plus dans une zone inondable. Mais comment je fais, moi, pour présenter cette étude-là, puis au gouvernement? Je pense que c'est dans un groupement de vous, ma municipalité, Joliette est avec nous, c'est sûr, mais comment à l'intérieur de la MRC, qui a une voix beaucoup plus grande, qu'on peut faire et faire changer les choses, parce que ça n'a pas de signe du bon sens. Il y a plein de MRC qui ont émis des résolutions. J'en vois pas aucune de la MRC d'Audrey. Oh oui, on a émis plusieurs. J'en vois pas dans vos procès-verbaux. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut. Dites-moi qu'est-ce que vous comptez faire à partir de maintenant pour régler le problème. Pour ce qui s'agit, vous pourriez réenchérir si vous voulez, mais pour ce qui s'agit du plan de communication, il faut comprendre que c'est pas la MRC. La MRC, là, les municipalités de la MRC se sont regroupées pour s'offrir un service d'inspection puis pour émettre des permis. Ils se sont regroupés. C'est pas du devoir de la MRC. Donc, c'est vraiment un devoir municipal, c'est aux municipalités à s'occuper de ces dossiers-là. Ça, c'est super important parce que des gens pensent que la MRC n'émet pas le permis, mais non. Le service d'inspection de la MRC est au service des municipalités et c'est un service que les municipalités se sont payées ensemble. Donc, ça ne relève pas directement d'ici. Donc,
nous autres, c'est beaucoup de l'information, ça vient de la municipalité, comme je sais que M. Goyette vous en a sûrement donné énormément, parce que M. Goyette m'a aussi beaucoup informé, m'en a appris beaucoup dans ce dossier-là. Puis ce qui est important, c'est que c'est un dossier vraiment qui est municipal. Puis je pense que vous le savez, c'est des réglementations provinciales. Moi, ce que je vais vous répondre dans la MRC, la cohésion qu'on a ici, puis l'entraide qu'on a, la journée, parce qu'il faut faire les choses comme il faut. Puis on a fait des résolutions, puis je pense que même l'étude qui a été faite montrait que les codes du gouvernement n'avaient pas de bon sens. Puis on l'avait envoyé, hein? Oui, j'ai vu un rapport dans un de vos procès-verbal qui dit que les codes sont erronés. Exact, exactement. Donc, mais on trempe c'est erroné du bon sens. Nous autres, c'est à peu près 40 cm surélevé, grosso modo. Mais on est d'accord que 40 cm, c'est énorme. C'est énorme. Ce que je peux vous dire, c'est que la journée que des municipalités vont faire des démarches vis-à-vis du gouvernement, je sais que M. Goyette, je pense que vous avez déjà une rencontre avec Mme Proulx, on va y aller dans l'ordre des choses parce qu'il faut combattre un petit peu ensemble vis-à-vis du gouvernement, mais c'est un méchant bateau à faire. Puis oui, ça a été fait hyper rapidement, il y a des endroits où ça n'a aucun bon sens. Mais je pense que la journée que M. Goyette va demander l'appui des municipalités ici, je pense qu'il faut être excessivement stratégique dans notre façon de faire les choses. La journée que M. Goyette va le demander, puis qu'il va demander une rencontre de la région, je peux vous assurer que la MRC va être là. Le ministère est censé, mais ça fait déjà un certain temps qu'ils nous promettent ça, par section du fleuve, disons, là, comme ça, d'avoir des normes adaptées. C'est comme ça qu'ils nous ont présenté ça à l'époque, suite aux inondations. Et puis ça, ce travail-là, nous, on n'en a pas, on n'en voit pas laisser. Ça ne semble pas bouger rapidement au niveau des cotes, parce que le problème central, il est là. Il y a des zones inondables, on le sait, mais le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop vastes, justement, parce qu'on a très peu de pente. Ici, 50 cm dans le Grand Canyon, personne ne s'en est comme chez nous. Ici, ça a des effets. On a adopté des résolutions. À l'époque, quand il y a eu les consultations publiques, ici, l'équipe a fait un travail là-dessus. Puis il y a eu un avis qui a été produit par la MRC de Dautrey qui concernait davantage le secteur là, de plaine de débordement du lac Saint-Pierre. Parce qu'on a des zones inondables ailleurs, mais qui ne sont pas touchées de la même façon. Donc ça, et il y a eu des représentations qui ont été faites de la part d'élus. J'ai participé personnellement à des rencontres avec un sous-ministre. Donc, ils sont tout à fait au fait de ça. Maintenant, on pourra, peut-être les élus pourront parler de stratégie. Ils sont tout à fait au fait. Nous, on tient les municipalités au courant le plus possible des informations qu'on détient là, concernant ce qui se produit. Puis, mais vous avez raison, un des problèmes, c'est qu'ils changent de cadre normatif à tous les 6, 7, 8 mois. Et ça cause des problèmes majeurs. Justement, vous étiez propriétaire d'une maison, je ne sais pas si vous l'aviez avant, donc vous l'avez acheté, mais imaginez des gens qui achètent des terrains et puis que 3 semaines après, ils se font annoncer qu'ils ne peuvent plus construire. Au moment où ils l'ont acheté, ils pouvaient. Là. Exactement. Mais je pense que, est-ce que vraiment les municipalités là, étaient toutes au courant? Je ne sais pas. Okay? Je n'ai pas de preuve que en fait, vous individuellement, est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'il y avait une façon pour la MRC de transmettre cette information-là? Parce que tu sais, ça semble bien nouveau pour bien du monde. Là. Ça fait 4-5 voisins là, que j'avais un projet d'agrandissement dans 4 ans, c'est tombé à l'eau. Il y a un autre qui m'a appelé cette semaine, il me dit j'avais un terrain, moi, puis j'ai pas pu le vendre. Il a fallu que je rende de l'argent parce que je l'avais vendu, puis la compte, j'ai été obligé de le rembourser parce que la dame m'a appelé chez vous, puis elle ne peut plus construire. Donc. Alors, c'est une surprise pour bien du monde. Je suis surpris que bien du monde soit surpris parce que c'est pas normal que dans le temps de la ZIS, là, il y avait plein de monde qui était mobilisé. Je n'étais pas dans la région en ce moment-là, mais j'étais dans la région de Montréal. Là, puis le pouvoir Pierrefonds, il était dans la ZIS. C'est ridicule que ça. Le pouvoir Pierrefonds complet avec le poste de police, l'hôtel de ville, etc. Fait que tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a fait des représentations, puis c'est la même chose à Dupas, j'avais la famille qui était là, puis ils sont toutes faites, puis ma maison qui était dans la ZIS a été dézonée ou retirée de la ZIS, puis c'est ça, c'est avec ce document-là que j'étais allé à la banque pour prendre mon hypothèque. Mais là, est-ce que je serais capable d'avoir une hypothèque sur cette maison-là aujourd'hui? Pas certain. Alors... Mais ça, vous savez, en même temps, là, c'est un règlement transitoire. Fait qu'on a peut-être encore
Ben, normalement, il n'est pas censé demeurer, ce c'est ça, il n'est pas censé demeurer. Mais ce qui est important aussi, c'est quand un permis n'est pas émis, je pense que vous le comprenez, ça n'a rien à voir avec la municipalité ou ça n'a rien à voir avec... quand il vient pour l'émettre, il est obligé de respecter la réglementation. Je n'ai rien contre je vous dirais que quand tout ça est arrivé, oui, on est informé. Mais de là à dire que comme élu, on est informé de « Ah, ta cote à toi est là. Ah, là, ça peut être là. » Vous savez, souvent, dans n'importe quelle zone, quand un propriétaire achète un terrain, puis là, Bruno, M. Tremblay l'a dit, ça a changé en combien de temps? Une date, puis ça nous est tombé dans... Comme élu, on ne peut pas commencer, c'est impossible d'informer quelqu'un puis de savoir que, oups, ce terrain-là est à vendre, puis le monsieur va l'acheter, puis hop, là, il pouvait construire, puis il ne pouvait pas construire. C'est pour ça que je comprends c'est d'aller chercher l'information. J'espère avoir une réaction de vous, comme collectivité, auprès des gouvernements, ou du gouvernement, c'est votre interlocuteur, c'est lui qui donne les directives à l'MRC, donc, M. Tremblay, oui. Écoutez, monsieur, moi, je vais vous dire... pour résumer ça assez vite, la première chose qu'on a faite, l'autre à Saint-Ignan, c'est que j'ai amené madame. On était se promener en bateau avec notre député. Oui, j'ai vu ces comptes rendus-là. On s'est promené, puis elle nous a dit qu'elle nous viendrait très bientôt, elle nous a jamais rappelé. Pour ça, j'ai vu un Zoom avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, son attaché politique et tous les employés de Mme Proulx. J'ai tout expliqué le dossier à Mme Laforêt, lui disant que pour nous autres, à Saint-Ignan, c'est l'archipel de Lac-Saint-Pierre. Là, je parlais de l'archipel. Mais aussi, je lui ai dit que les chalets sur le pilotis, ça date de plus que 100 ans. C'est le patrimoine de Saint-Ignan. J'ai fait comprendre ça, puis j'ai expliqué, écoutez, on a des maisons qui sont sur l'île. Là, vous me dites que demain matin, ils passent au feu, ils ne peuvent plus le bâtir. C'est illogique. Parce qu'en 2017, quand elle a fait le premier décret, ça ne change pratiquement rien. En 2019, c'est là que ça change. Puis là, ils ont fait puis elle nous a dit, Mme Laforêt nous a dit, écoutez, j'ai pris bonne connaissance, on va essayer de mettre ça dans notre règlement transitoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien mis. Ils n'ont rien mis, ils ont fait qu'est-ce qu'ils voulaient faire là-dedans. Ce que je trouve drôle, c'est que le premier décret qui a sorti, au Lac-Saint-Jean, il y avait des places à inondation. Que le gouvernement a sorti. Que le gouvernement, excusez-moi. Oui, c'est... Fait que c'est tout ça. Puis on continue. C'est comme là, j'avais communiqué avec M. Péloquin de Sainte-Anne, à 20 veilles, parce que j'ai su qu'il était pour faire une étude pour faire reconnaître ça paysage patrimonial. Fait que là, je lui ai demandé, j'ai dit, écoutez, M. Péloquin, là, vous marchez tout seul. Ça ne vous tentera pas de nous le demander, parce que je pense que les maires du côté nord, on va payer notre part pour faire toute cette étude-là de l'archipel de Lac-Saint-Pierre au complet. Puis il m'est jamais revenu là-dessus. Mais est-ce que je peux vous dire... On va essayer de trouver la personne qui fait l'étude. Puis si les maires du Nord sont d'accord à faire une étude pour essayer de faire reconnaître ça, paysage patrimonial, s'ils sont d'accord à payer avec nous, là, on va le faire faire. Mais on ne leur fera pas le morceau, je vous le dis. Oui, c'est ça. Puis je peux vous garantir que je sais que M. Goyette fait énormément de démarches. On s'en est déjà parlé. Et que la journée... Parce qu'il faut faire les démarches intelligemment dans ces dossiers-là. Hein. Il faut vraiment aller à la bonne place, puis vraiment... Puis souvent, c'est une concertation. La journée que M. Goyette va avoir tout fait ses démarches, il va me dire « OK, je suis rendu là. Est-ce que vous pouvez m'accompagner, la MRC? » Je parle de la MRC, je parle des élus. Vous pouvez m'accompagner là-dedans? Je peux vous garantir qu'on va être là pour travailler ensemble. La MRC va appuyer. Mais là, actuellement, c'est pas ici qu'on... Je sais, mais qu'on demande l'appui de la MRC, on va l'avoir, ça, je suis pas inquiet. Là, je suis encore, même après le décortiquer le règlement, puis c'est donné en vrac. Quand on a lieu en vrac, il faut le décortiquer pour comprendre les conséquences, pour comprendre d'où ça vient aussi, et pourquoi on est pris dans cette situation-là. On pense qu'il n'y a pas de lien, mais à force de trouver, il y a des liens historiques et de reculer. Il faut ramener l'histoire à sa place pour convaincre le monde qu'ils sont dans les erreurs. Moi, mon inquiétude, M. Goyette, c'est qu'on va se retrouver dans 4, 5, 6 mois. Oui. Le gouvernement va décréter que le règlement transitoire il est rendu règlement permanent. Ça, monsieur. Personne ne va l'avoir su. Ça, monsieur, je vais vous dire, le règlement transitoire qui est là,
Ça va prendre entre 3 et 5 ans avant qu'ils deviennent permanents. Ça m'arrange pas mon Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ça nous donne du temps de faire changer les choses. Parce qu'ils peuvent, dans son règlement transitoire, on peut en changer des affaires. C'est sur ça qu'il faut travailler. Là. Puis j'espère qu'on va travailler tout ensemble, les municipalités du Lac-Saint-Pierre. Mais jouer de franchise, c'est un gros bateau. Assez gros. On va tous travailler ensemble. Puis je pense que M. Goyette a la bonne vibe pour aller à la bonne place. Là. Puis il y a d'autres MRC d'inclus dans ça. Mais je vous le dis tout de suite, faire changer ça, si vous pensez que ça va se régler en 6 mois, impossible. Impossible. Commence à avoir une couple d'années d'expérience, là. Je peux vous garantir que c'est pas demain la veille que ça va changer. Il va falloir travailler fort en tabarnouche. Je suis en compagnie d'Ariane Cardinal, qui est la conservatrice, c'est bien ça, au Musée d'art de Joliette, mais tu t'occupes aussi de la programmation, je crois, jeunesse et de tout ce qu'il y a cet aspect-là au musée. Bonjour Ariane. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. OK. Au Musée d'art, vous relancez, on pourrait dire pour une 2e année, le fameux camp de jour dans la semaine de relâche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'où vient cette idée-là et c'est quoi cette année qu'on travaille? Dans le fond, cette année, le camp de jour il se tient du 27 février au 3 mars. C'est une activité qui s'adresse aux enfants de 5 à 11 ans. Et puis la nouveauté, c'est un camp de jour, hein? Donc c'est un camp de jour, les parents arrivent le matin, déposent l'enfant et le reprennent le soir. Et tout au long de la journée, les enfants sont amenés à développer leurs habiletés, la créativité, l'imaginaire, à travers toute une série d'activités créatives. Et puis, on ne fait pas juste créer, hein, à travers du collage, de la sculpture, de la peinture, du dessin. On va aussi jouer dehors. Okay. On s'amuse à l'extérieur, donc une série de jeux ludiques. Donc, c'est un vrai camp de jour qui est extrêmement complet, en compagnie d'animatrices d'expérience. Ça fait des années qu'elles sont avec nous, d'animatrices et d'animateurs, pardon. Donc, ça fait très longtemps qu'ils sont avec nous. Et puis, la nouveauté cette année, c'est que normalement, un camp de jour, hein, on inscrit pour la semaine. Ben, pour la semaine de relâche, on s'est dit qu'on allait faire une nouveauté. Donc, les parents vont pouvoir inscrire leurs enfants à la journée. Donc, on le sait que pendant la semaine de relâche, des fois, les parents aiment ça prendre une journée de congé eux aussi pour faire des activités avec leurs enfants. Donc, on s'est dit, ben, c'est possible à ce moment-là là, de vraiment moduler leur inscription selon leurs besoins. Donc, ça, c'est une grande nouveauté et c'est très, très, très apprécié chez les parents. Et donc, la semaine passée, on a lancé les inscriptions et là, c'est parti assez rapidement. Et cette semaine, demain matin à 9h, on lance les inscriptions pour les parents qui ne sont pas membres au camp de jour. Donc, il reste encore des places. Il en reste moins, mais il en reste. Et donc, ça va se dérouler demain matin. OK. C'est la 2e année que vous faites un camp de jour pour la semaine de relâche. Donc, ça avait été une très belle expérience l'an dernier. Ça avait été agréable et justement, vous avez répondu à un besoin de créer des journées vraiment spécifiques, vraiment des journées qui sont consacrées. C'est ça, exactement. Un parent peut décider de prendre lui-même congé le vendredi, donc d'inscrire son enfant du lundi au jeudi. Puis le vendredi, d'aller faire du ski ou une activité. C'est ça, exactement. On a quand même une activité familiale. Donc, le dimanche, on a une matinée créative. Hein, le matin, parents et enfants de 5 à 11 ans peuvent se réunir au musée et créer ensemble avec une médiatrice culturelle. Donc, on a quand même des activités familiales là, qui sont offertes pendant la relâche. Mais la nouveauté, c'est le camp de jour à la journée. À la journée. Est-ce que le camp de jour à la journée, chaque journée a un thème? Est-ce qu'on peut choisir selon qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité ou c'est les mêmes activités qui se répètent, mais quelqu'un qui fait la semaine, j'imagine, ne refera pas 5 fois la même chose? Là. C'est plein d'activités complètement différentes à chaque jour. La grande thématique, c'est l'atelier d'artistes. Oui.
Donc, évidemment, l'atelier d'artiste est un lieu où l'artiste va se permettre d'explorer, d'expérimenter toutes sortes de techniques, toutes sortes de thématiques. Et donc, c'est ce qui nous a inspirés, en fait. Donc, à chaque jour, c'est complètement différent. À chaque jour, les enfants peuvent faire différentes activités à l'intérieur comme à l'extérieur, des activités qui sont éducatives, mais aussi des activités qui sont ludiques. Et évidemment, tout ça est ponctué de visites en salle, hein, dans les expositions, aller se promener, aller découvrir ce qu'on propose aussi. D'accord. Les enfants arrivent plus de bonne heure le matin. Est-ce qu'il y a comme un service de garde avant, après? Comment ça fonctionne exactement une journée là, au camp de jour? Le camp de jour, il est de 9h à 4h, mais on offre un service de garde gratuit. Là, ça fait partie de l'offre du camp, de 8h le matin à 9h et de 16h à 17h. OK, d'accord. Donc, autrement dit, c'est vraiment complet, comme un camp de jour qu'on est habitué dans la période estivale, mais là, c'est transposé à la semaine de relâche. Tu me disais qu'il restait il reste quelques places, donc on consulte directement le site du musée d'art ou on est mieux de le faire par téléphone? De quelle façon tu nous suggères vraiment de s'inscrire et de choisir nos dates ou nos journées, là? Toutes les informations sont sur le site web. On s'inscrit directement en ligne et si jamais il y a des questions, on peut toujours nous écrire à camp-de-jour, à commercial-muséjoliette.org ou nous appeler au poste 250. Et puis, c'est très facile là, de nous rejoindre. D'accord. Et en terminant, nous seulement qu'à regarder aussi la programmation du musée d'art. Tu me parlais des ateliers créatifs qu'il y a les dimanches et tout ça. C'est des choses qui continuent quand même là, durant la période hivernale, là, des belles activités qui sont offertes au musée d'art, tant pour les jeunes que pour les adultes. C'est bien ça? Tout à fait. L'atelier magique revient là, 2 fois par mois. Donc, c'est des activités 5 à 11-12 ans avec les parents. Et en nouveauté, on a commencé aussi le tout petit atelier. Donc, ça, c'est 1 fois par mois et c'est pour les enfants de 4 ans et moins avec leurs parents, où là, on explore les textures, les couleurs, les formes, le vocabulaire, la dextérité, la créativité, l'imaginaire avec les tout petits. Donc, ça aussi, c'est très apprécié et ça, c'est 1 fois par mois. Toutes les informations sont sur notre site web. Bon, je te remercie beaucoup, Ariane, puis on se reparle pour une prochaine activité. Merci. Merci à toi. Bye-bye.